Les dernières élections européennes viennent de livrer leur verdict. Un verdict difficile à déchiffrer, notamment parce qu'il se lit toujours en France en tout cas, sous un double prisme, national et global. Mais aussi parce que les institutions européennes fonctionnent selon des jeux et des combinaisons difficiles à déchiffrer pour une opinion hexagonale qui s'en soucie en réalité bien peu. Pour décrypter tout ça, nous avons fait appel à Virginie Rozière, députée européenne sortante, issue des radicaux de gauche. Elle n'était pas candidate cette fois-ci, pour des raisons qu'elle nous expliquera, mais nous l'avons surtout sollicitée pour analyser avec la subtilité de l'insider ce scrutin dont certains nous disent qu'il modifie bien des choses dans les rapports de force au Parlement européen. Bonjour Virginie Rozière. Bonjour. Alors, la liste dont vous auriez dû ou pu être membre finalement finit, c'est-à-dire la liste PS Place Publique, finit à 6%, environ 6%. Pourquoi n'avez-vous pas été de cette aventure déjà de la première question et quel enseignement tirez-vous de ce résultat? Nous, les radicaux de gauche, en fait, on a appelé à l'union de la gauche, de toute la gauche, depuis le mois de juin 2018. Donc, quelque part, les résultats nous donnent raison a posteriori, mais bon, ça sert à rien d'avoir raison trop tôt et puis d'avoir raison tout seul. Et c'est vrai qu'on a discuté avec toutes les formations politiques de gauche. Le PS, Place Publique, prétendait vouloir faire l'union de la gauche. On est rentré en discussion avec eux. On avait trouvé un accord et puis la semaine qui a précédé la clôture des listes, tout d'un coup, l'accord tombe à l'eau et en fait, les termes de l'accord sont revus. Simplement parce qu'il faut savoir qu'avec Stéphane Saint-André, donc, qui est coprésident des radicaux de gauche avec moi, nous avons créé ce parti lorsque le PRG de l'époque est parti avec Macron. Simplement, certains reviennent aujourd'hui déçus par Macron, soi-disant, ou déçus peut-être parce qu'il leur a été proposé par Macron, et du coup sont venus faire un chantage auprès du Parti socialiste et de Raphaël Glucksmann, qui ont décidé d'y céder, peut-être parce que le poids d'un groupe de presse du Sud-Ouest était en jeu et qu'ils n'ont pas voulu se fâcher avec son patron. Jean-Michel Bailey. Tout à fait. Voilà. Donc, mais j'ai eu les messages noir sur blanc qui m'expliquaient que Jean-Michel Bailey n'était pas content et que donc il fallait revoir les termes de l'accord. Moi, je considère que des gens qui disent qu'ils vont défendre les citoyens contre les lobbies à Bruxelles doivent commencer par résister aux pressions. Pendant la campagne et pour la constitution de leur liste, dans ces conditions, j'ai préféré expliquer ce qui était en train de se passer et puis considérer que de toute façon, nous allions, nous les radicaux de gauche, parce que nous étions 6 sur la liste, nous allions dénoncer cet accord parce qu'en politique, la cohérence entre les paroles et les actes, c'est important. Alors, vous avez évoqué l'expression union de la gauche. Mais en fait, à peine l'avez-vous énoncé cette expression que vous parlez des combinaisons, des petits jeux d'appareils, de tout ce qui fait qu'en fait, finalement, cette union de la gauche est désapprouvée par un certain nombre d'électeurs historiquement de gauche qui se disent que c'est le meilleur moyen de créer un panier de crabes politiquement indéchiffrable et surtout une alliance d'appareils, une sorte de combinaison d'ambition. Et du coup, aujourd'hui, la gauche est affaiblie, les forces de gauche sont émiettées, mais le désir d'unité n'est pas forcément naturel dans la mesure où... Moi, je trouve qu'il est présent quand même chez les militants et chez les sympathisants. Hein. Pendant cette campagne, moi, j'étais beaucoup interpellé en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de listes? Pourquoi c'est aussi fragmenté ?» Donc, par contre, ce désir d'unité n'est sans doute pas partagé par les appareils et par les chefs de parti, ou en tout cas pas par tous. En tout cas, l'initiative PS Place Publique, c'était une tentative d'unir la gauche non mélenchoniste. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'agglomérer toutes ces forces, c'est-à-dire le social-libéralisme, le populisme de gauche, la gauche critique radicale, l'extrême gauche, est-ce qu'il est franchement possible d'agglomérer ces projets politiques qui semblent aujourd'hui totalement épars, enfin complètement dissonants? Il y a une nécessité, hein, c'est que si on veut pouvoir conduire des politiques qui ne soient pas les politiques néolibérales qui sont à l'œuvre aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut remporter les élections à un moment, et s'il faut remporter les élections, il faut qu'on se rassemble. Et ça, les militants et les sympathisants l'ont bien compris. Après, c'est vrai que si on commence par faire l'union des appareils et par en faire des tractations plutôt que des convergences de fond, on voit bien que de toute façon, on est sur une union de façade qui n'est pas solide, qui ne tient pas, et surtout qu'on n'a pas d'accord sur le contenu de ce qui va être mené comme politique. Donc c'est d'ailleurs le constat d'échec sur cette séquence-là. Mais on voit aussi que si la gauche veut gagner, il faut qu'elle soit unie. Alors il y a des divergences, mais c'est pas nouveau. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a différentes sensibilités dans la grande famille de gauche. Mais je pense qu'il faut se garder des ostracisations, délivrer des brevets de gauche. Simplement, à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on se retrouve tous autour d'une table et qu'on commence à discuter. Mais seulement parmi les radicaux. Une partie des radicaux est partie avec Emmanuel Macron, qui est quand même le contraire absolu de ce qu'on peut appeler la gauche. Oui. Une partie des forces du PS est allée en marche.
Et donc, finalement, on en vient à se demander si, depuis au moins 30 ans, on ne se leurre pas sur l'existence de cette gauche. En tout cas, sur les forces appartenant à cette gauche. Est-ce qu'on peut dire que le Parti socialiste, quand il a cessé d'être un parti de gauche, on peut se poser cette question, par exemple? Ça dépend. Si on regarde les politiques conduites sur la fin du quinquennat Hollande, je pense qu'on est assez loin de ce à quoi aspirait le peuple de gauche, d'ailleurs. La sanction est venue de là. Mais moi, je connais plein de militants socialistes qui sont des gens de gauche et je ne vois pas comment on pourrait dénier la qualité de leurs convictions. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut se mettre d'accord sur le contenu. Après, les étiquettes, les chapelles, ça vient surtout faire intervenir des considérations qui sont des considérations de pouvoir, de tractation, de marchandage. Vous parliez d'une partie des radicaux qui se prétendaient de gauche et qui est partie avec Macron, mais moi je connais plein de gens en 2017, des gens vraiment de gauche qui ont été leurrés. Mais la question c'est pourquoi, quand est-ce que vous prenez conscience et quand est-ce que vous revenez à vos convictions. Si vous le faites quand vous vous rendez compte que qu'il y a effectivement eu une erreur sur la personne, c'est tout à fait respectable, c'est regrettable mais respectable. Si vous le faites simplement parce que la négociation a échoué et que vous avez été mal servi, là c'est plus compliqué. Mais est-ce que la construction européenne, est-ce que le traité constitutionnel européen, disons cette quasi-guerre civile idéologique de 2005, n'a pas d'une certaine manière mis un terme à ce consensus sur les appartenances politiques en France? C'est vrai que c'est une question qui a quand même fracturé tout l'échiquier politique, mais la gauche en particulier, effectivement. Est-ce qu'elle s'en est remise aujourd'hui? Il faut croire que certaines questions restent insuffisamment approfondies, en tout cas. Évidemment que la question européenne reste peut-être une des questions les plus structurellement clivantes à gauche. Moi je suis une pro-européenne. On a eu de longs débats avec mon ami Emmanuel Morel, dont j'ai le plaisir de constater la réélection aujourd'hui, et que je salue, sur la question, tout à fait, qui est donc à la tête de la gauche républicaine et socialiste. Sur la question européenne, on a eu de longs débats, des confrontations de points de vue, mais on peut avoir ces confrontations de points de vue, éventuellement des désaccords, qui ne sont pas forcément des désaccords sur le contenu des politiques, mais sur la manière dont on traite l'objet européen pour essayer de parvenir à un résultat en matière de contenu politique. On peut se dire qu'il faille réinstaller du rapport de force, c'est certain. La question c'est comment et à quel prix, et est-ce que on considère que cet édifice européen, pour imparfait qu'il soit, doit être détruit pour en construire un autre, ou est-ce qu'on considère que le moment politique pour arriver à créer une cohésion européenne n'est pas là et que donc on essaie de faire bouger le cadre sans pour autant le jeter à bas, quoi. Comment on peut encore se dire proche du peuple et se dire pro-européen en parlant de cette Europe-là même qui est née d'une des possessions de 2005 lors du traité constitutionnel européen, une sorte de dépossession démocratique? Alors, le référendum de 2005 reste évidemment un traumatisme en France, mais j'apporterai quelques nuances. Quand Sarkozy s'est présenté en 2007, il a annoncé qu'il ferait adopter le traité de Lisbonne, alors qui effectivement s'inspire assez largement du traité constitutionnel européen sur lequel les Français avaient voté non en 2005. Il avait annoncé qu'il le ferait passer par voie de congrès, et il a été élu, il a mis en œuvre ce qu'il avait annoncé. Donc quelque part, le chemin a été tracé. Maintenant, le traité de Lisbonne, dans l'ensemble, a globalement rendu les institutions européennes plus démocratiques que ce qu'elles étaient avant. Donc ça a plutôt diminué les reproches, sans les évacuer complètement, les reproches qu'on pouvait faire. Mais c'est démocratique beaucoup plus quand même. On a un Parlement qui s'est trouvé quand même de manière très conséquente renforcé dans ses pouvoirs, avec des pouvoirs plus importants. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on arrive à faire en sorte que le Parlement fasse bouger les lignes sur certains sujets. Pas tous. Et effectivement, la question économique, en fait, la question des politiques économiques, du traité de stabilité, sont des questions centrales. Et aujourd'hui, effectivement, elles ne sont plus accessibles au débat politique. Et c'est effectivement un défi de la gauche que d'arriver à remettre ces questions sur la table. Mais c'est aussi arriver à les faire exister dans le débat politique aujourd'hui. Et moi, je constate que, en tout cas, sur le plan européen, c'est des questions qui ont été complètement évacuées. En 2014, on commençait le mandat en parlant de l'austérité, justement de la critique des politiques d'austérité, de la critique des contraintes budgétaires. Et ces questions-là ont été aujourd'hui complètement évacuées pour parler uniquement de questions identitaires et d'immigration. Retournons un peu à nos histoires franco-françaises. Est-ce qu'il est pertinent d'analyser ce scrutin d'un point de vue franco-français? Est-ce qu'il est pertinent de trouver des
enseignements à tirer de ce scrutin. Je vous lis par exemple des phrases de la professeure de philosophie Barbara Stiegler, spécialiste du néolibéralisme, qui disait aujourd'hui dans l'IB, je constate que les résultats sortis des urnes ne rendent absolument pas compte de tout ce qui s'est produit d'inouï, de complètement inédit dans notre vie politique depuis 6 mois. Où est le mouvement des Gilets jaunes dans les urnes? Nulle part. Cette distorsion spectaculaire montre qu'il y a un dysfonctionnement majeur dans notre démocratie. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ou est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à analyser, une sorte de retrouvaille entre la réalité politique et la réalité des urnes aujourd'hui? Je sais pas, je trouve ça paradoxal quand même. Alors le vote est toujours surprenant, hein, il l'a été cette fois-ci, mais c'est pas parce qu'on n'y retrouve pas ce qu'on s'attendait à y retrouver qu'il faut le disqualifier. Peut-être qu'il y a par contre à chercher les raisons. Peut-être qu'aussi on n'attend pas la même chose d'un mouvement social, même s'il est d'une nature un peu particulière comme celui des Gilets jaunes, et d'une représentation politique. Ce serait pas nouveau qu'on ait effectivement ce hiatus entre une revendication sociale et l'adhésion à un mouvement social quand il est dans sa forme de mouvement social, sans pour autant vouloir lui donner des débouchés politiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, ça pose une question. Où est le débouché politique des Gilets jaunes? Beaucoup ont essayé de s'en réclamer. Peut-être demain, certains s'en réclameront. Mais c'est une question qui reste pour moi posée. De là à considérer que sa non-représentation, justement, dans un débouché politique direct qui se réclamerait des Gilets jaunes, est un dysfonctionnement. De cette colère. Elle est sans doute représentée d'une manière ou d'une autre, mais ce serait aux électeurs même d'exprimer peut-être comment est-ce qu'ils ont transcrit cette colère dans leur vote. C'est pas. Est-ce qu'on en retrouve une partie dans le vote Rassemblement National? Est-ce que c'est dans l'abstention? Est-ce que c'est sur la France Insoumise aujourd'hui? Ou éventuellement même pour montrer qu'il n'y a pas forcément de hiatus entre la demande sociale qui s'exprime par les Gilets jaunes et le besoin d'action en matière environnementale, le vote vert. Ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont diffuses. Moi, je ne suis pas politologue professionnel, donc il y aurait sans doute à décrypter les choses, mais encore une fois, moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un dysfonctionnement démocratique a priori, le fait qu'on n'ait pas une correspondance directe entre un mouvement social et un débouché politique spécifiquement identifié. Qui a gagné cette élection? Je pense qu'à gauche, on peut considérer que... C'est difficile d'être... Tout le monde va vous dire qu'il a gagné. D'ailleurs, moi, j'y vois un risque ou en tout cas qu'il a à se satisfaire, un risque s'agissant justement de l'avenir de la gauche, parce que les Verts vont considérer... ils ont fait un très beau score, mais ils vont considérer que ça les conforte. Est-ce que les Verts sont de gauche? Moi, j'aimerais bien qu'on leur pose la question, parce que c'est vrai que moi j'avais été assez saisi des propos d'Yannick Jadot qui expliquait qu'il dépassait le clivage droite-gauche. Est-ce que c'est de la pure tactique électorale? Est-ce que c'est vraiment un repositionnement? Moi, je pense que quand on veut préserver l'intérêt général et qu'on considère que l'intérêt général et collectif prime sur les intérêts privés, c'est ça pour moi être de gauche. Donc l'écologie, structurellement, en ce qu'elle pose, cette primauté de l'intérêt général et de l'intérêt collectif, devrait pour moi s'inscrire dans un cadre à gauche. Et la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui le parti Europe Écologie Les Verts s'inscrit dans cette logique-là? On verra aussi comment se font justement les accords et les coalitions au Parlement européen, ce sera assez révélateur. Et puis ensuite, vous allez avoir, alors j'ai déjà entendu que Olivier Faure se félicitait des 6%, enfin il faut quand même que le PS explique que c'est une victoire en lien avec un mouvement politique qu'il a utilisé pour essayer de masquer l'étiquette PS, ce qui pour moi n'était pas forcément une bonne tactique d'ailleurs, parce que je pense pas que Raphaël Glucksmann ait une plus-value particulière sur cette liste, peut-être même l'inverse. Donc en faire un succès, c'est quand même assez surprenant. Et puis Génération qui a eu peur de ne pas faire 3% fait finalement 3%. Donc voilà, on voit qu'on a une gauche qui est partie de manière extrêmement divisée. Chacun va se conforter en ayant même pas atteint un objectif, mais en ayant sauvé les meubles par rapport à une catastrophe annoncée. Disons que c'est pas le naufrage complet, c'est juste un désastre. Mais la gauche reste quand même, que ce soit pour la France Insoumise aussi, qui fait un score beaucoup plus faible que ce qui était escompté. On a une gauche en miettes, chacun va verser dans l'autosatisfaction, donc je ne sais pas où tout ça va nous conduire. Revenons un peu à Europe Écologie Les Verts. Est-ce que finalement leur victoire ne traduit pas une forme de ruse du bloc bourgeois, dans la mesure où être écologiste sans se dire de gauche, finalement c'est quelque chose d'assez consensuel, et ça évite de mettre au centre du débat la question de la possession des moyens de production et de la distribution de la valeur ajoutée?
Parce que finalement, la perspective écologique, dès qu'on la dépolitise un peu, elle devient très technocratique. Comment dépenser un peu moins d'eau, se laver une fois par jour, utiliser l'eau du bain pour tirer la chasse. En fait, ça peut devenir quelque chose de complètement anecdotique si on dépolitise cette question-là. Oui, on sait bien que c'est d'ailleurs un artifice qui est même repris par les grandes entreprises elles-mêmes, qui habillent une pseudo-mobilisation écologiste en mettant en avant des changements comportementaux chez les consommateurs, mais justement, ce qui évite d'aller questionner les modes de production et la responsabilité centrale de l'activité économique et des entreprises dans justement la destruction de l'environnement. Donc c'est un artifice très classique. En faire le ressort d'Europe Écologie Les Verts, je ne le pense pas. Je connais des gens que j'estime beaucoup dans ce parti, donc et qui sont sincères et qui ont une vision claire des enjeux autour de l'écologie, mais c'est vrai que peut-être, alors voilà, est-ce que c'est un artifice électoral en essayant de dépolitiser la question écologique, on la rend plus consensuelle, et on peut possiblement rassembler un électorat qui serait peut-être effrayé par un discours plus radical sur la question des conditions de production et de la responsabilité. Et du partage des fruits de la production. Et du partage, et du coup de renvoyer la responsabilité là où elle se trouve vraiment. Donc c'est évidemment que c'est une question. Je pense aussi que quand même là, les Verts ont joué le rôle de vote refuge à gauche, en face justement d'une gauche hyper divisée dans laquelle chacun avait parfois du mal à s'y retrouver. Moi j'ai plein de gens qui m'ont dit mais alors on vote pour qui parce que rien n'était véritablement satisfaisant, et du coup en se disant ben voilà, l'écologie c'est une préoccupation du moment, et donc du coup on va voter Vert parce que là on sait à peu près, on est en terrain connu. Sortons un peu de notre bonne vieille France et allons à l'Europe dans sa globalité. Le Parlement européen il changera un peu de composition. On constate que 3 grands groupes progressent, si j'ai bien lu les comptes rendus. L'extrême droite continue de progresser. Oui. Les libéraux et centristes progressent, les écolos progressent aussi. Et ces 3 groupes progressent au détriment de la gauche radicale, des conservateurs, donc la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle, en fait, des sociodémocrates dont vous êtes. Qu'est-ce que ça signifie selon vous ? C'est vrai qu'on sort d'un bipartisme, alors qui n'était pas... On n'est pas du tout dans le Parlement européen, dans les logiques majorité-opposition. Quand je parle de bipartisme, effectivement, on avait 2 blocs dominants qui avaient une forme de cogestion consensuelle des institutions, du Parlement et de l'ensemble des décisions. Un peu sur le modèle de la grande coalition allemande, on va dire. Avec cette différence notable, quand même, moi, qui m'a toujours gênée, c'est qu'on est sur une coalition qui ne dit pas son nom, qui ne s'assume pas, et surtout qui n'a pas d'accord de coalition. C'est-à-dire qu'on se met d'accord, a priori, on se met d'accord sur le fait qu'on va se mettre d'accord, mais sans savoir quel va être le contenu de l'accord. Et c'est cette manière d'envisager le clivage politique qui explique la dégradation de l'atmosphère politique en Europe, la montée des extrêmes, de l'extrême droite, et aussi qui explique le macronisme en France, puisque finalement, quelque part, la liaison incestueuse entre le centre, enfin incestueuse, la liaison, disons, je sais pas comment dire, la liaison perverse entre le centre droit et le centre gauche assumé à Bruxelles et à Strasbourg devient une sorte de commedia dell'arte de la différence à Paris, et les Français en ont marre, en tout cas une partie, et choisissent de donner le pouvoir à cette synthèse de la gauche et de la droite, du centre gauche et du centre droit qui s'assume, elle. Il y a un peu de ça, et puis c'est quelque part aussi la victoire d'une vision technocratique de la politique, où il n'y aurait qu'une seule bonne manière, qu'une seule décision possible, une absence d'alternative, et l'incarnation d'une idéologie d'abord ultralibérale puis néolibérale dominante qui occupe l'espace public depuis 40 ans maintenant. Donc c'est vrai que cette cogestion dans les institutions européennes a prêté quelque part alimenté cette dérive-là. Mais moi, j'y vois une responsabilité très grande de la social-démocratie, qui en fait a souvent été
a abandonné la bataille des idées, et quelque part a abdiqué sa volonté de transformation pour se contenter d'accompagner l'évolution néolibérale du monde, en essayant d'en modérer, d'en tempérer les effets, mais sans remettre en question, en abandonnant l'idée de remettre en question ce modèle-là. Et du coup, on est effectivement dans un accord où... Parce que ce qu'il faut voir, ce qu'on a du mal à comprendre de France, c'est que on est sur une assemblée dans laquelle il n'y a pas de majorité absolue. Donc, si vous voulez arriver à un résultat, à faire bouger les choses, vous devez rentrer dans une logique de négociation. Et une logique de négociation, ça veut dire effectivement transiger sur certaines choses et pas forcément être vainqueur. On n'est pas dans la logique de victoire, mais en tout cas savoir qu'est-ce qu'on se donne comme marge de négociation, accepter d'abandonner un certain nombre de choses. La question, c'est où est-ce que vous fixez la limite et quelle force vous mettez dans et quelle conviction vous mettez justement, quel rapport de force vous établissez avant de rentrer en même temps que vous rentrez dans ces logiques de négociation. Et cette volonté de porter des convictions fortes et claires de la part de la social-démocratie, elle a effectivement largement disparu ces dernières années, et aujourd'hui on n'a plus aucune lisibilité de tout ça, et je pense que oui, vous avez raison, c'est une des raisons qui fait émerger... Justement, c'est peut-être pour cela qu'il aurait fallu créer du clivage, parce que vous le dites, mais vous auriez pu être membre de la liste PS Place Publique, alors que vous faites ce constat. Est-ce qu'il ne faut pas justement se dissocier, refaire du clivage, enrichir les rangs de la gauche radicale au Parlement européen, même si elle est encore une force très très faible, plutôt que de continuer à jouer le jeu de cette alliance mortifère qui ne profite qu'à la droite et à l'extrême droite. Alors la question se pose, c'est pas une question simple. Elle s'est posée pendant ce mandat. En fait, on est quelques-uns, malheureusement, je disais dont Emmanuel, mais quelques autres, Emmanuel Morel, qui ne seront pas réélus. Je pense en particulier à Guillaume Balas, à Isabelle Thomas, Édouard Martin, qui avons poussé pour Christine Revaud-Dallon aussi, qui avons poussé pour que le groupe socialiste et démocrate, justement, ne soit pas dans cette logique de cogestion, refuse cette logique de grande coalition a priori, et qu'on soit dans de la négociation au cas par cas pour remettre du rapport de force. Et sur certains dossiers, on y est arrivé. Et là, c'est vrai, quand vous arrivez... sur le dossier que j'ai suivi, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est la question des lanceurs d'alerte. Mais on a aussi, au Parlement, en tout cas, poussé beaucoup de mesures en matière de lutte contre l'évasion fiscale, où on a remporté énormément de victoires qui ont été quand même beaucoup tirés par le groupe socialiste et démocrate avec les autres forces de gauche. La question, c'est où est-ce que vous allez chercher votre base ? Est-ce que vous rentrez dans une logique, dans un dialogue avec la droite conservatrice, ou est-ce que vous rassemblez un bloc de gauche fort, cohérent, mais avec ce qui vous implique quand même des lignes rouges un peu plus strictes, et vous rentrez dans un rapport de force dans lequel vous êtes plus exigeant mais plus fort. Et ça, c'est des choses qui ont pu se faire. Et quand vous arrivez à amener le groupe socialiste et démocrate sur des positions plus claires et plus à gauche, vous bénéficiez d'un effet de masse, qui était celui de la masse du groupe, qui est important. Après, vous pouvez aussi choisir d'être sur une ligne plus radicale, effectivement, plus tranchée, plus clivante. Plus claire aussi pour les électeurs. Plus lisible, c'est vrai, mais c'est plus difficile aussi d'arriver, du coup, à produire un résultat qui soit soutenu par une majorité, et donc, quelque part, vous vous condamnez un petit peu à une position minoritaire. Donc, mais c'est pas un dilemme nouveau, hein, celui d'essayer d'être majoritaire, quitte à modérer ou tempérer ses exigences, ou alors rester intransigeant, mais avec un risque de se maintenir dans une position minoritaire, et donc sans effet politique. Voilà, c'est une question éternelle, j'ai envie de dire. C'est peut-être ces jeux-là qui poussent un peu à se renier pour trouver une majorité, à se renier dans un hémicycle qui est finalement très peu observé par les citoyens de chacun des pays européens, qui fait dire que l'Europe, la Constitution européenne, est un lieu de désarticulation démocratique. Le portrait que vous faites du Parlement, ça arrive sur certains dossiers, mais c'est pas ce que vous décrivez. Il y a un vrai clivage et il y a des vraies oppositions. Et on est, nous, un peu formatés aussi par la Ve République, où vous avez une majorité, vous n'avez pas besoin de négocier. Majorité absolue qui soutient le gouvernement, un alignement de tous les pouvoirs, oui. Mais qui n'a plus grand-chose de démocratique. Enfin, le fait justement d'avoir à négocier, d'avoir différentes parties prenantes que vous devez mettre d'accord, c'est politique, j'entends, hein, au sein du Parlement. C'est aussi ça la démocratie. C'est pas, encore une fois, si vous voulez obtenir des résultats, il faut bien que vous convainquiez une majorité. Et la question, c'est à quel prix ? Jusqu'où vous êtes prêt à aller ? Et c'est vrai qu'on a perdu l'habitude et c'est vrai que
moi je le vois revenir un peu dans la jeune. J'ai vu revenir dans la jeune génération qui arrivait au Parlement, jeune au sens les nouveaux députés, et qui ont pris conscience aussi que le Parlement avait gagné en pouvoir. Mais on a eu un peu un choc générationnel entre une vieille génération qui était dans une logique, il faut de toute façon qu'on ait un accord à la fin, donc on est presque que ce soit à n'importe quelle condition, et puis une nouvelle génération qui dit non. Maintenant, on met des lignes rouges, on met des lignes dures, et on est prêt à aller à la rupture et à l'absence d'accord pour dénoncer justement si on trouve que la promesse faite aux citoyens, l'engagement démocratique, les convictions ne sont pas respectées. Et c'est ce changement de logique-là, accepter d'être un peu plus justement dans la confrontation, qui commence à exister, qui existe au Parlement plus que ce qu'on peut imaginer. Ça existe beaucoup moins dans les autres institutions où tout se fait à huis clos et où on n'a pas la transparence des débats au Parlement. Le Parlement est en train quand même de gagner petit à petit ses lettres de noblesse politique et devient une véritable agora politique. Le problème, c'est qu'en France, on en parle très peu, c'est pas toujours facile à suivre. On a beaucoup, suivre les débats au Parlement avec 24 langues officielles, c'est pas toujours le plus simple et le plus vivant. Mais pourtant, il y a des vrais débats qui s'y déroulent. Et je pense qu'on gagnerait à donner à voir un peu plus cette véritable scène politique européenne qui est quand même une enceinte démocratique. Alors, quelles sont les victoires que vous revendiquez? Quels sont les bons souvenirs que vous garderez de cette législature européenne? Alors, moi, je vous ai parlé de la protection des lanceurs d'alerte. Ça, c'est vraiment une victoire du Parlement européen. Alors, la directive a été votée, oui, en avril mais dernier. elle n'a pas encore été traduite par Mais comme toutes les directives, elle devra être transposée par les États membres dans les 2 ans. Donc, en 2021, elle sera en vigueur dans les droits nationaux. Mais elle peut tout à fait être détricotée par les droits nationaux, d'autant plus que la France ne voulait pas. Vraiment... Alors, donc j'étais rapporteur sur ce texte. Non, il n'y a pas de détricotage. Il y a une transposition. Donc, vous avez un cadre qui est fixé par la directive. Et à l'intérieur de ce cadre, il y a des marges d'adaptation parce que les cultures nationales en droit, en matière dans différents domaines, impliquent d'avoir des marges de transposition. Mais le cadre est fixé, il ne peut pas être remis en question. Si jamais un État ne suit pas la directive, il s'expose à une procédure d'infraction et une condamnation par les... le pendant de gauche, ou en tout cas le pendant souriant d'une autre directive, la directive sur le secret des affaires. Donc en fait, on bâillonne et on bâillonne des gens et puis on leur donne un parapluie, on les expose à la pluie et on leur donne un parapluie par la suite. Alors, il y a effectivement un lien entre les 2 textes. La directive sur le secret des affaires, elle est là pour protéger des secrets industriels. Elle n'est pas là pour protéger des informations ou pour empêcher la divulgation d'informations qui relèvent de l'intérêt général. La loi française sur le secret des affaires, la transposition, elle est liberticide. La transposition, effectivement, dans le droit français, c'est pas du tout servi déjà des garde-fous qu'on avait mis dans la directive secret des affaires elle-même, où on a déjà inclus des mesures de protection des lanceurs d'alerte et de protection de la liberté de la presse. Mais effectivement, la transposition française est vraiment pas bonne de ce point de vue-là. Mais c'est des choix politiques français. Ça respecte quand même le cadre. Et justement, la directive sur la protection des lanceurs d'alerte vient pour poser clairement la frontière entre ce qui relève du secret des affaires, mais qui relève du secret industriel, et puis des choses qui relèvent de l'intérêt général et du droit à l'information. Mais vous avez raison, il faudra être extrêmement vigilant au moment de la transposition pour regarder ce qu'en fait le gouvernement français, parce que vous avez raison de souligner que... alors ça a été une bataille, je vous disais que le Parlement est une entité démocratique et pèse aujourd'hui dans les décisions européennes et on n'est pas dans cette indifférenciation qui peut apparaître peut-être vue de France à certains moments, puisque c'est le Parlement qui a poussé pour ce texte, qui a d'abord été à la confrontation avec la Commission européenne pour convaincre la Commission de proposer un texte, puis dans le cadre de la négociation sur cette directive, c'est avec les États membres, donc il y a eu une vraie divergence de point de vue, une vraie divergence de position, puisque les États membres, certains d'entre eux en tout cas, voulaient obliger à ce que le signalement, donc l'alerte, soit toujours lancé d'abord à l'intérieur de l'entreprise. On voit que c'est bien le moyen le plus simple de bâillonner et de mettre sous pression le lanceur d'alerte. Ce n'était pas la position du Parlement. Et nous avons eu gain de cause, mais ça a été un véritable bras de fer, et avec certains États, dont l'Allemagne, dont la France. L'Allemagne a finalement basculé, s'est ralliée à la position du Parlement, comme quoi le Parlement peut avoir gain de cause. La France est restée campée sur ses positions, s'est finalement retrouvée minoritaire, donc n'a pas pu faire obstacle au texte. Elle était aux côtés de quel pays ? De l'Autriche et de la Hongrie. Donc c'est de basse intensité. C'est ça, exactement. On a de temps en temps de drôles, de fréquentation. Les illibéraux que notre président se targue à dénoncer tout en ayant les mêmes pratiques. Donc voilà
sur les lanceurs d'alerte, c'est une victoire du Parlement. C'est une victoire aussi, comme souvent quand le Parlement gagne, ça s'est fait avec les ONG, avec la mobilisation de la société civile, un petit peu de soutien médiatique aussi, heureusement. Ça aide aussi dans le rapport justement dans le rapport de force politique. Mais c'est quand même le Parlement, dans les institutions, qui a été le fer de lance de cette victoire. Et puis moi, je parlais de notre dossier aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que c'est plutôt quelque chose de nocif qu'on a évité. On a eu une tentative qui est passé un peu inaperçu de la Commission européenne de remettre des mesures de dérégulation du marché des services. Vous vous souvenez justement en 2004-2005, la directive Bolkestein, et tout le débat à l'époque sur est-ce que le principe du pays de destination, le principe du pays d'origine. En gros, est-ce qu'un plombier, pour reprendre l'exemple du plombier polonais, qui vient travailler en France, il travaille selon la loi française ou la loi polonaise. Au départ, il était question, déjà en 2004, que ce soit sous le régime du pays d'origine, donc la loi polonaise, ce qui crée des situations de concurrence déloyale, en fait, partout là où se déroule l'activité. Ça a été écarté par le Parlement, justement, au moment du vote de la directive service en 2006. Mais là, il était question de remettre ce principe sur la table. C'est moi qui étais responsable de ce dossier pour le groupe des socialistes et démocrates. Et c'est vrai que j'ai bien vu qu'il y avait quand même quelques lignes de fracture potentiellement dans ce groupe, qui est parfois avec certaines tendances socio-libérales qui peuvent... Enfin, libérales plus que sociaux. Parfois, effectivement. Et donc, pour éviter d'éviter que ce texte passe, parce que pour moi, c'était un texte qui, de toute façon, structurellement, était un texte de dérégulation et d'organisation du dumping. Puisque quand vous dites vous pouvez prester des services dans un pays en vertu de la loi du pays d'origine du prestataire, ça veut dire que vous pouvez choisir le régime le plus avantageux dans les 28 pays européens et puis ensuite prester partout en Europe. C'est la mort du SMIC, en fait. Oui, et puis ça expose aussi, quand vous êtes un consommateur, quand vous dit par exemple dans la construction vous avez une garantie décennale, si c'est un artisan du bâtiment polonais qui vient construire votre maison, vous n'êtes plus couvert. Donc vous savez pas, c'est nocif pour tout le monde, c'est nocif pour l'emploi, pour les entreprises, les PME locales et pour les consommateurs. Donc c'est effectivement une logique de dérégulation totale. Et finalement, elle n'a pas prospéré. Finalement, on a réussi à faire que le Parlement rejette ce texte. Mais je suppose que vous avez voté comme des groupes finalement avec qui vous n'avez rien à voir. Oui, mais on a été les fers de lance. Si, on a réussi à fédérer le bloc socialiste et démocrate, les Verts, la GUE, donc la gauche radicale, une partie, les libéraux pas trop, parce que les libéraux sont quand même très, très dérégulateurs au Parlement européen, mais on a récupéré une partie des conservateurs, en fait, attachés aux PME, à la protection des PME, qui finalement ont voté avec nous. Et donc, en gros, on se rend bien compte que les positions les plus, sur ce dossier, les positions les plus extrémistes étaient les positions des centristes, des libéraux. Les libéraux, on a certains libéraux qui sont des libéraux, des ultra-libéraux idéologues d'une brutalité assez saisissante. Et c'est là que l'hémicycle, en fait, la logique d'un hémicycle qui partirait de l'extrême gauche à l'extrême droite, elle est un peu remise en cause par les faits, parce qu'au milieu, il y a une forme d'extrême centre virulent qui passe pour le camp de la raison. Parfois, mais effectivement, on a eu, je vous parlais donc de cette dérégulation du marché des services, c'est un texte qui s'appelait la e-card. J'ai été prise à partie par une partie des conservateurs et par les libéraux, parce que j'étais le fer de lance sur ce dossier. En tout cas, l'avocate du rejet de ce dossier. On m'a traité de populiste, de protectionniste, qu'est-ce que j'ai eu, démagogue, nationaliste, xénophobe, voilà, j'ai eu droit à toutes les injures possibles, simplement pour dire que on peut pas créer la guerre de tous contre tous. Exactement, on peut pas organiser une concurrence totale et sans absolument aucun garde-fou, et qui entraîne en fait une dégradation des conditions de travail à la fois des PME, des salariés, et donc qui ne bénéficient. Parce qu'on vous présente toujours ça sur c'est un projet pour les PME, mais c'est pas vrai. En fait, ceux que ça avantage, et d'ailleurs ceux qui étaient derrière le projet, c'est Business Europe, c'est le pendant européen du MEDEF, et c'est vraiment les représentants du big business qui ont intérêt à mettre cette pression continue à la dérégulation, et qui a quelques relais, clairement, chez les libéraux, et puis chez les sociodémocrates. Chez certains sociodémocrates, chez certains conservateurs. Mais est-ce que justement on ne devrait pas exclure des groupes sociodémocrates, des personnes qui ont des comportements politiques qui fleurent la trahison totale? Parce que c'est aussi de cela que le socialisme meurt en France mais comme en Europe.
après, c'est des questions d'équilibre interne entre les groupes. Vous savez, quand vous avez une ligne plus marquée à gauche, on peut considérer que c'est vous qui êtes déviant par rapport à la ligne dominante. Donc, la question de qui exclut qui peut se poser. Non, par contre, je pense qu'on n'en est pas arrivé à ces extrémités, en tout cas pas pendant les 5 dernières années. Mais ce qui compte, ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi, et c'est vrai dans tous les groupes politiques, hein, ce sera vrai chez les Verts aussi, hein, parce que les Verts allemands, pour le coup, dans le genre ni de gauche ni de gauche, ils sont pas mal. Et du coup, ce sera intéressant de voir comment tout ça se positionne. Mais dans tous les groupes, surtout quand vous avez différentes nationalités, vous avez différentes cultures politiques, donc vous avez à certains moments des clivages et vous ne pouvez pas être d'accord sur tout le temps. Ce qui compte, c'est d'avoir un bloc quand même de conviction relativement proche, et puis après, c'est de jouer à l'intérieur du groupe pour faire en sorte que la ligne du groupe soit celle que vous voulez défendre. Alors, quelles seront les batailles du quinquennat qui commence, les batailles de ceux qui luttent, ceux qui se reconnaissent dans le camp, disons, de l'humanisme et du progrès social, parce que le progrès c'est devenu un large mot, mais un mot ambigu, mais du progrès social. Quelles seront les batailles à mener par ceux qui viennent d'être élus? À un moment donné, il faudra remettre la question économique et sociale au centre du débat. Elle en a été évacuée entre le début et la fin du mandat précédent, et la faire réexister, ce sera quelque chose, je pense, d'essentiel, mais pas facile, parce que c'est vrai Comment la faire réexister? Sur quel dossier? La question fiscale, elle est enclenchée, mais elle est loin d'être achevée. Et il va falloir que le Parlement continue le rôle qu'il a pris et qu'il a tenu pendant 5 ans, parce que ça a été là aussi la chambre d'écho et de résonance de la demande de justice fiscale, avec des commissions. En plus, on a été aidé par l'actualité, hein, de multiples scandales qui font qu'on a de commission spéciale en commission d'enquête vraiment développé tout un arsenal de mesures d'équité fiscale, de justice fiscale. Contre la fraude fiscale. Voilà, contre la fraude fiscale, contre l'évasion fiscale, contre le blanchiment, la criminalité financière, parce que en fait, ce qu'on ne veut pas dire, c'est que la complaisance vis-à-vis de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale, ça sert aussi ensuite à alimenter une économie souterraine et une économie criminelle qui tire quand même ses revenus essentiellement de cet argent qui devient de l'argent opaque. Donc c'est aussi une question de lutte contre la criminalité financière. Et ça, le Parlement a joué son rôle, a vraiment mis sur la table un arsenal de mesures. Maintenant, c'est dans les mains des États membres. La pression politique, il faudra continuer à la mettre, parce qu'on sait que ce ne sont pas les plus allants et qu'on va devoir continuer à maintenir sous pression pour que cette question continue à exister. Mais il va falloir étendre la question sur le champ social. Là aussi, c'est une bataille qui est loin d'être achevée. On a péniblement évité le pire sur la réglementation en matière de transport routier, où on avait une proposition initiale qui est une proposition de casse sociale, pure et simple. Mais mon collègue Guillaume Balas a porté la coordination des régimes de protection sociale, justement pour compenser les écarts en matière de sécurité sociale et de cotisation sociale entre les différents États. Malheureusement, ça s'est joué à très peu, mais les États membres n'ont pas voulu suivre la proposition du Parlement. Donc on voit que cette question sociale, elle est centrale, mais elle est extrêmement ardue. Et que ça va être un combat de tous les jours, de tous les instants, pour porter cette question et la faire avancer. En parlant de justice fiscale, de paradis fiscaux, d'évasion fiscale, un certain nombre d'États membres sont des receleurs, en fait, de l'évasion fiscale. Est-ce que c'est pas un peu illusoire d'imaginer qu'ils renoncent à leur modèle économique en laissant passer des mesures contre l'évasion fiscale? C'est la difficulté. Après, ce ne sont pas forcément des États qui ont un poids politique énorme en Europe, donc c'est une question de détermination des autres États et de rapport de force entre États. Encore une fois, c'est quelque chose de difficile, mais s'il y a des... C'est encore une fois une question de négociation et de rapport de force. S'il y a une volonté politique des principaux États, c'est des choses sur lesquelles on pourra avancer. Les principaux États dont certains politiciens recourent au paradis fiscaux. Oui, mais évidemment, et surtout, là, clairement sur cette question-là, le pays qui a été le moins allant en matière de fiscalité, c'est l'Allemagne.
le pays qui pèse et qui aurait pu donner l'élan politique pour que les discussions entre États membres, là, pour le coup, bougent et par exemple faire en sorte qu'on avance dans la voie d'une fiscalité, d'une harmonisation fiscale européenne, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne a toujours, Angela Merkel a été extrêmement réticente, très frileuse sur cette question. D'autant plus que l'industrie allemande profite des salaires, des bas salaires des pays voisins pour faire une forme de petit dumping, l'air de rien. Ah oui, après la question sociale. Alors, si on part sur la question sociale, oui, l'intérêt de court terme des acteurs économiques, il est bien sûr de profiter des distorsions de concurrence. Et vous avez des intérêts de court terme de certains gouvernements qui, en fait, du coup, voient arriver une activité économique soit qui se délocalise ou alors une baisse du chômage par un export de main-d'œuvre, en fait. Vous avez une main-d'œuvre, population active qui s'exporte, mais qui ramène quand même, parce que les familles restent, qui ramènent des liquidités dans le pays. Et donc, les gouvernements, quel que soit leur bord politique, y ont un intérêt de court terme. Simplement, ce départ de main-d'œuvre, il affaiblit aussi ces pays. Donc, sur du moyen terme, on voit qu'on est sur des logiques perdant-perdant, mais personne n'a le courage de rompre cette logique-là parce que les conséquences de court terme seraient difficiles à encaisser. Mais géopolitiquement, en fait, on est dans une Europe qui vit dans le court terme, alors que la Chine, par exemple, vit dans le moyen terme et le long terme. Ce qui manque effectivement, c'est d'avoir un projet qui soit clairement formulé, un projet de moyen terme et qui soit clairement partagé. Aujourd'hui, on est sur des logiques, on est encore trop sur des logiques de concurrence interne, en tout cas, où chaque État, chaque gouvernement va essayer de voir son intérêt de court terme, comment tirer profit justement des distorsions internes. L'entité, l'institution justement qui a vocation à représenter et qui le fait quand même de plus en plus, l'intérêt collectif des Européens, l'intérêt général des Européens, c'est le Parlement européen. Et c'est pour ça que sur ces questions-là, on arrive, parce que justement on est aussi sur des règles de délibération qui sont plus transparentes, qui sont sous le regard des citoyens européens, on arrive à justement avoir des positions qui sont plus courageuses et qui consolident une vision commune de manière beaucoup plus efficace que ce que veulent faire les gouvernements entre eux, qui sont pris dans leur logique de concurrence immédiate. Alors, pendant la législature où vous étiez au Parlement européen, on a assisté à ce que j'appellerais, de manière juste un peu provocative, la mise à mort de la Grèce par l'Europe. Qu'est-ce que vous en retiendrez de cette punition, de cette mise au pas, de cet impérialisme qui ne se cachait pas? C'est un drame. Et c'est une tâche, je pense, collective vis-à-vis de la Grèce et des Grecs. Moi, je me souviens, ça reste, je pense, un des deux moments très forts dont je me rappellerai de ce mandat, c'est le discours d'Alexis Tsipras dans l'hémicycle européen juste après le référendum. Et juste avant qu'il accepte... tendre le bras à la démocratie, ouais. Au nom de l'Europe. Et c'était un vraiment beau discours. C'était un moment fort. Je l'avais trouvé d'un grand courage. Il était venu devant le Parlement en disant je viens vous demander de l'aide. Vous êtes les représentants des citoyens. Aidez-moi. Et l'aide n'est pas venue. Non. On avait poussé pour que le groupe socialiste et démocrate, ce qui semblait bien la moindre des choses, malgré la pression du PASOK, donc du Parti socialiste grec, ait un discours justement de soutien à Tsipras. Mais je me souviens, Rebecca, je ne sais plus quelle est, je ne sais pas, Rebecca Harms, qui avait pris la parole pour les Verts allemands, qui avait eu un discours plus allemand que vert, quoi. À l'endroit de Tsipras, Manfred Weber, le président du PPE, avait été odieux, Guy Verhofstadt également. Moi, je suis resté très marqué du discours de Tsipras, que j'avais trouvé très, très courageux, très beau, mais tout aussi marqué, et pour le coup, avec du dégoût et de la colère de la réponse qui lui a été apportée, en particulier par la droite allemande. N'a rien fait. Mais après, on n'est pas majoritaire, donc on n'est pas majoritaire. Est-ce qu'il y avait un consensus parmi les sociaux-démocrates
Oui, on a la position majoritaire qui était celle tenue et c'était une position de soutien. Oui, là-dessus, sans ambiguïté, mais ça n'a peut-être pas été le cas d'autres groupes. Et puis surtout, ça n'a pas été une position majoritaire. Et de toute façon, c'était quelque chose qui n'était malheureusement que marginalement dans les mains du Parlement sur ces questions-là, et beaucoup entre les mains des autres gouvernements. Et ce qui a été fait à la Grèce, c'est effectivement avec la complicité d'autres institutions comme la Commission et la BCE, mais c'est une honte. La crise des migrants aussi a été un temps fort. Mais pour le coup, ça, là-dessus, c'est vraiment les gouvernements contre la Commission, parce que Jean-Claude Juncker n'est clairement pas ma tasse de thé politiquement parlant, mais sur cette question de la responsabilité de l'accueil, il a vu assez vite les choses et il a vu le risque de la division et justement de l'égoïsme et de la fragmentation entre les gouvernements, et donc il a pris le devant pour faire adopter dès mars 2015 un accord entre l'ensemble des gouvernements pour la répartition de la responsabilité et de la charge de l'accueil. Il l'a obtenu. Le problème, c'est qu'il n'a pas tenu 2 mois cet accord et qu'il a été d'abord dénoncé par la Hongrie et puis ensuite par d'autres États. Et qu'après, par là-dessus, alors tout le monde a salué la générosité d'Angela Merkel, c'est vrai, mais... Elle était un peu intéressée parce qu'elle avait des problèmes démographiques. Il y a des éléments, effectivement, d'opportunisme. Néanmoins, c'était un geste important à ce moment-là, mais surtout, elle l'a fait de manière complètement unilatérale, en prenant un peu au dépourvu ses partenaires politiques, et je pense que ça a été plus contre-productif qu'autre chose sur le moyen terme. Et du coup, on a vu éclater les divisions, l'égoïsme entre États. Le problème, c'est que la législation n'est pas contraignante de ce point de vue-là. Elle organise justement cet égoïsme, puisque c'est le règlement de Dublin qui dit c'est les pays de premier accueil qui gèrent toute la procédure de demande d'asile, des demandeurs d'asile, et donc ils doivent rester sur le sol du pays d'entrée dans l'Union européenne. Et de ce fait-là, ça revient encore une fois la Grèce, l'Italie, dans une moindre mesure l'Espagne, qui se retrouve à prendre en charge cette responsabilité-là, une responsabilité qui pourrait être largement, sans grande difficulté, assumée par l'ensemble du territoire et des populations européennes. 1 million, 2 millions de réfugiés pour une population de 500 millions d'habitants, c'est clairement quelque chose qui est tout à fait faisable, surtout quand on voit que dans les pays du Moyen-Orient, que ce soit la Turquie, la Jordanie, le Liban, accueillent des millions de réfugiés avec des populations qui sont 10 fois, 50 fois inférieures à celles de toute l'Union européenne. Donc on aurait largement les moyens de le faire. Simplement, aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique et tout le monde est bien content de se renvoyer la balle, et à commencer par le gouvernement français. Enfin moi, et les gouvernements français, parce que ce sont des politiques qui ont déjà été entamées avant Macron et qui ont laissé, s'agissant de la France et notre voisin immédiat, l'Italie dans sa difficulté, parce que c'est quand même 700 000 personnes. Et hop, on a eu Salvini. Voilà, et après, moi je trouve que quand même, quand on ferme les ports français à l'Aquarius, Macron pourrait se garder de se présenter comme l'anti-Salvini. Merci beaucoup Virginie Rosière. Merci à vous.